Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes ravis de vous retrouver dans cette émission Face à l'élite, une émission essentiellement économique. Nous débattons des questions économiques pour permettre à la RDC d'aller de l'avant, de se développer. Aujourd'hui, nous allons parler de la question des entreprises publiques. Vous le savez, les négociations seraient en cours entre le FCC et le CACH pour la répartition des entreprises publiques, comme ça a été le cas avec le gouvernement. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de ministres qui sont du FCC, d'autres du CACH. Et cette fois-ci, la logique pourrait être observée également pour les entreprises publiques. Est-ce que cela pourrait permettre aux entreprises de pouvoir exploiter leur potentiel? C'est autour de cette question que nous allons recevoir ce soir Maître Jean-Claude Katende. Bonsoir. Bonsoir. Jean-Claude Katende, vous êtes président national de l'Azado. Exact. Maître Jean-Claude Katende, après le gouvernement, on a vu comment les négociations s'étaient engagées entre le FCC et les CACH pour la répartition des postes. Et actuellement, on apprend, il y a ceux qui disent que les négociations n'ont pas encore commencé, mais on aurait appris que ça a pu avoir lieu. Les négociations entre la coalition au pouvoir pour arriver à se partager les entreprises du portefeuille, d'entrée de jeu. Comment trouvez-vous ces processus de répartition de postes entre politiciens pour les entreprises du portefeuille? Un processus égoïste et en même temps un processus qui viole les lois de la République. Vous avez effectivement raison de dire que les FCC et les CACH se sont partagés les ministères au gouvernement. Ce partage est conforme à la Constitution parce que les partis politiques ou les plateformes qui ont la majorité à l'Assemblée nationale ont le droit, n'est-ce pas, de désigner le Premier ministre et de former le gouvernement. Et comme les deux sont majoritaires au Parlement, la Constitution leur donne le pouvoir de le faire. Ils l'ont fait et nous sommes d'accord avec eux. Maintenant, en ce qui concerne les partages des entreprises publiques, nous estimons qu'il n'y a aucune loi qui soutient cette hypothèse que les FCC et le CACH puissent se partager les entreprises de l'État. Nous, pour notre part, nous estimons que le CACH et les FCC ont gagné certainement les élections, mais ils doivent se mettre en tête qu'ils doivent diriger dans l'intérêt de tous les Congolais et faire participer à la gestion des entreprises comme du pays les autres Congolais qui ont des compétences, qui ont l'expertise, mais qui ne sont pas ni membres du FCC, encore moins du CACH. En ce moment-là, nous pouvons considérer que nous avons en face de nous... Comment les répertorier? Qui? Les Congolais qui ont l'expertise, non, c'est pour ça qui ne sont pas membres du CACH. Non, c'est pour ça que nous disons que, d'abord, on ne peut pas exiger pour que quelqu'un soit responsable d'une entreprise de l'État, qu'il soit membre du CACH ou du FCC. Nous sommes 80 millions de Congolais. Nous ne pouvons pas être tous dans le FCC ou dans le CACH pour prétendre gérer une entreprise de l'État. Ça, c'est de un. De deux, c'est même contraire à la Constitution qui veut que, d'une part, qu'on ait les partis politiques, les organisations de la société civile, mais aussi les citoyens. Donc, voyez-vous, maintenant, nous nous disons que, comme il n'y a aucune base juridique qui soutient cette initiative du FCC et du CACH, il est important que le gouvernement et surtout les présidents de la République insistent pour que un appel à candidature soit lancé. Comme ça, ce fut le cas en 2006, après les élections. Exactement. Mais malheureusement, en 2006 et 2007, les gens ont été sélectionnés, mais ils n'ont jamais été nommés. Voyez-vous, qu'on ouvre les candidatures, qu'on fixe les critères, et tout Congolais, qu'il soit du FCC, qu'il soit du CACH, qu'il soit un citoyen simple, qui répond aux critères, qui soit sélectionné pour gérer les entreprises de l'État. Nous ne devons pas reprendre les recettes qui ont échoué dans le passé. Depuis que le président Kabila était au pouvoir, ces entreprises ont toujours été gérées
par des gens désignés par la majorité au pouvoir, et principalement des politiciens ou des partis politiques ou des individus proches du PPRD ou de la majorité. Les résultats sont là. Ces entreprises sont par terre. Aujourd'hui, la Gécamine n'est plus ce qu'elle était. Aujourd'hui, l'Onatra, l'Amiba ne sont plus gérés de manière à ce que d'autres citoyens puissent y mettre leurs capitaux, parce que ces entreprises, je me permets de le rappeler, ont été transformées en entreprises commerciales. Mais est-ce que le gouvernement congolais peut se poser des questions? Pourquoi ces entreprises qui donnent la possibilité aux autres citoyens d'apporter des capitaux et de devenir des actionnaires sont toujours détenues par l'État congolais qui est majoritaire? C'est tout simplement parce que... Est-ce que la faute, c'est le fait d'y avoir nommé les membres des partis politiques ou de la vision de celui qui est au pouvoir ou, en d'autres termes, de ceux qui gèrent ces entreprises? Je pense que d'abord, c'est l'aspect politique. L'aspect politique. Et vous savez que quand quelqu'un a été désigné par le président de la République, surtout dans les contextes de la République démocratique du Congo, si c'est un membre d'un parti, il lui doit presque tout. Vous voyez? Mais quand vous êtes sélectionné sur base d'un critère auquel vous avez satisfait vous-même et vous avez été désigné, ça vous donne une certaine liberté, une certaine indépendance. Et surtout, si vous signez un contrat de performance, vous devez, en principe, faire les choses de telle sorte que les résultats soient visibles. Rappelez-vous qu'il y a quelques jours, le Premier ministre, M. Ilunga Ilunkamba, a pris une circulaire qui demande à ce que les ministères qui sont titulaires de certaines entreprises de l'État ne puissent pas mettre certaines de leurs dépenses sur le dos de ces entreprises. C'est déjà significatif et il faut féliciter le Premier ministre pour avoir pris cette mesure. Et il a même demandé à ce que toutes les entreprises qui ont déjà effectué des dépenses dans ce sens-là puissent le notifier. Vous voyez? Et ça permet à ce que les choses s'améliorent. Mais il ne faut pas aussi oublier que le gouvernement a toujours ponctionné sur les fonds de ces entreprises parce que la plupart d'entre elles ne réalisent pas de bénéfices. Vous voyez, une entreprise comme la Gécamine reçoit notamment les pas de porte qui sont payés, reçoit ses dividendes, mais au lieu que ces dividendes soient réinvestis dans l'outil pour la production, servent à payer par exemple les travailleurs, il y a toujours le gouvernement qui demande qu'on lui envoie quelque chose. Et ça ne permet pas aux entreprises de l'État de devenir performantes parce qu'il ne faut pas qu'on oublie une chose importante, c'est que ces entreprises n'appartiennent pas à un parti politique, n'appartiennent pas... Il y a un problème des tutelles administratives sur les entreprises. Oui, bien sûr. Notamment, ces entreprises sont placées sous tutelle, par exemple, de tel ministre. Vous prenez la Gécamine, on voit le ministre du portefeuille, on va arriver à parler de ce qui s'est passé à la Gécamine et à la SNCC où les mandataires n'ont pas continué à commencer à travailler malgré leur nomination par ordonnance présidentielle. Mais cette tutelle n'est pas les mandataires nommés dans une certaine faiblesse vis-à-vis des ministres. Non, c'est pour ça que je parle de la manière dont d'abord les mandataires ont été recrutés. S'il a été nommé de manière discrétionnaire, comme moi, je suis avec vous ici dans une émission, j'apprends seulement qu'il y a une ordonnance qui nomme M. Katende quelque part. Mais je suis redevable à la personne qui m'a nommé. Mais si on dit, voilà, il y a un appel à candidature, M. Katende, sans consulter un ministre, sans consulter le président de la République ou le Premier ministre, pose sa candidature et on examine les pièces produites, on constate effectivement qu'il a le profil et qu'en fonction de cette satisfaction aux critères, on me nomme, ça me donne une certaine indépendance. Là, il faudra enlever le pouvoir qui revient au ministre de vous suspendre. Non. Le problème, c'est que la tutelle ne doit pas contribuer à la mauvaise gestion. Le sens de la tutelle, c'est de veiller à ce que le mandataire
puisse réaliser sa mission conformément aux lois de la République. Vous voyez, la tutelle n'est pas mise là pour que les gens dépensent des fonds en violation des règles financières de l'entreprise ou de l'État. C'est ça le mal ici chez nous, c'est que le ministère des tutelles considère qu'il a l'autorité d'amener même le mandataire à poser des actes contraires à la loi. Et ce qui est grave ici, comme vous l'avez dit, la responsabilité revient d'abord aux politiciens, c'est-à-dire au président de la République, au Premier ministre, mais aussi aux individus. Parce que quand vous êtes nommé, vous devez avoir une certaine indépendance, même si on vous nomme de manière discrétionnaire, vous avez les lois de la République. Et votre fonction, vous devez l'accomplir conformément aux lois de la République. Ce que nous déplorons dans ce pays ici, c'est que les gens sont nommés, mais ils gèrent leurs attributions conformément aux autorités supérieures au lieu de le faire conformément à la loi. Et si nous voulons un état de droit, il faut que non seulement ceux qui nomment tiennent compte de loi, mais ceux qui sont nommés aussi doivent se mettre dans une certaine indépendance de dire si on me demande de faire des choses qui sont contraires à la loi, je ne le fais pas. Si on me sanctionne... Alors, dans ces cas, comment concilier la vision politique du chef de l'État, la gestion des entreprises, du portefeuille, avec votre approche? Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il risque d'y avoir une cassure entre la vision du chef et la gestion du mandataire? La vision du chef de l'État, c'est l'état de droit, la lutte contre la corruption et la lutte contre l'impunité. L'état de droit voudrait dire que les gens occupent des postes selon leur mérite, pas selon leur appartenance à un parti politique, pas selon leur appartenance religieuse ou tribale, mais la compétence, le mérite. Vous voyez? Donc, quand les chefs de l'État parlent de l'état de droit, ils parlent aussi de ça. Que des gens incompétents ne soient pas parachutés dans les institutions de l'État. Vous voyez? Et quand le chef de l'État parle de la lutte contre les détournements, contre la corruption, ça veut dire que les gens ne peuvent pas dépenser l'argent de l'État comme si c'était leur argent personnel. Notre vision, c'est aussi la vision du président de la République, parce que vous allez vous rappeler que en ce qui concerne le poste où la République démocratique du Congo devait recommander quelqu'un à la BAD, le président de la République a fait appel à M. Freddy Matungulu, qui n'est pas de son parti, qui est dans une plateforme qui était en compétition contre les KHL-FCC aux élections. Mais parce qu'il a la vision de faire participer tous les Congolais à la gestion du pays, que vous soyez politicien ou pas, dès que vous avez des compétences avérées pour faire quelque chose, l'État congolais peut faire appel à vous. Parce que nous tous, vous et moi, nous sommes des citoyens de ce pays, nous avons le droit de participer à la gestion des institutions. Donc, c'est comme vous, si vous faites très bien votre travail de journaliste et qu'on a besoin des ministres de communication, des médias et communication, on peut faire appel à vous. Et ça, je pense que c'est la seule manière de faire en sorte que les élections, tout le monde ne puisse pas se battre pour être député. Parce qu'on sait que ceux qui vont gagner les élections feront appel à tout le monde. Ah, mais que devient alors cette disposition qu'on a évoquée lorsque le problème de la SNCC, la GECAMIN s'est passé, lorsqu'on a nommé Gabriel Kyungu à la SNCC, ainsi de suite, Fabien Mutomba à la SNCC, à la GECAMIN, il s'est posé un problème. Les gens du FCC évoquaient une disposition constitutionnelle qui permet que l'on discute ou l'on examine la question en conseil de ministres avant de nommer des mandataires. Est-ce que cette disposition ne permet pas à cette coalition au pouvoir de pouvoir régler cette question de nomination de manière politique? Non, je pense personnellement que la question qui s'était posée, c'est que
l'ordonnance, vous connaissez vous-même la situation controversée, mais l'ordonnance du président de la République était contresignée par le Premier ministre. Je sais qu'il y a eu un problème, c'est que ça doit être discuté en Conseil des ministres. Mais cela ne veut pas dire que les ordonnances du chef de l'État ne peuvent pas produire leurs effets, surtout quand nous savons que les FCC et CACH sont partenaires. Et vous voyez que c'est la ministre provenant du FCC qui a bloqué la mise en exécution des ordonnances du président de la République. Or, le président de la République, c'est parce qu'il ne veut pas s'imposer, il ne veut pas de la confrontation, mais il aurait pu recourir selon le principe très simple, celui qui peut le plus peut le moins, il aurait pu recourir au Premier ministre en se passant de la ministre du portefeuille pour faire exécuter ces ordonnances. Il n'a pas voulu cette confrontation, mais ce qu'il faut dire, c'est que les gens du FCC, parce que toujours caractérisés par la mauvaise foi, ont profité de la bonne foi du président pour bloquer définitivement la mise en œuvre, la mise en exécution de ces ordonnances. Et aujourd'hui, ils veulent remettre sur la table le partage des entreprises de l'État. Ça veut dire en d'autres termes que si nous allons... On va y revenir, exactement. On va oublier ces ordonnances. Mais c'est ça la ligne de conduite du FCC. Ça veut dire que nous remettons sur la table toutes les entreprises, même la SNCC, même la GECAMIN, vont être remises sur la table. Et si on va selon cette logique, nous allons nous retrouver, comme dans le gouvernement, les ministères les plus importants sont entre les mains du FCC. Et le président de la République se retrouve avec les ministères qu'on lui a donnés, qu'on a donnés à sa composante. Ça veut dire en d'autres termes que parmi les entreprises importantes, la SNCC, la GECAMIN vont se retrouver du côté du FCC. L'ordonnance tombera caduque. Exactement, c'est ça la stratégie. Et en fin de compte, ils vont dire que c'est nous qui allons proposer des personnes à nommer à la GECAMIN comme à la SNCC. Et la conséquence, c'est que les ordonnances du chef de l'État seront tout simplement nulles et sans effet. Et sur le plan de la gestion, ça pose problème à ces moments-là. De ces entreprises, justement. Bon. Parce que la politique s'en mêle, la gestion souffre. C'est pour ça que nous nous disons, on a politisé ces entreprises depuis longtemps, les résultats sont là. Le résultat, c'est que ces entreprises sont des canards boiteux. Ces entreprises ne contribuent presque en rien à la marche du pays. Donc, quand on constate qu'une recette a échoué, il faut faire une autre. Il ne faut pas que le CACH et l'FCC considèrent que le pays est un butin de guerre. Qu'ils se sont battus et qu'ils sont les plus forts, ils vont tout prendre, ils vont tout gérer. Je dis non, messieurs. Dans une république, il y a ceux qui gagnent les élections, mais ceux qui gagnent les élections doivent tendre la main à tous les citoyens pour que cela ne crée pas de frustration qui vont créer des violences, qui vont créer de l'amertume, qui vont créer des inquiétudes et ça ne permettra pas à ce que tout le monde participe. Si le FCC et le CACH veulent avoir la main de tous les Congolais pour les accompagner dans la mise en œuvre de leur programme de gouvernance, il faut que tous les Congolais sentent que le FCC et CACH veulent tendre la main à tous les citoyens, quelle que soit leur tribu, leur province, leur appartenance politique. Partout où il y a de l'excellence, partout où il y a de l'expertise, les chefs de l'État, le Premier ministre et les ministres doivent être capables de tendre la main à tout le monde. C'est pas ce que nous sommes en train de voir, notamment dans les partages des postes au sein des ministères, au cabinet des ministres. Il faut que les partis politiques recommandent... 70%. Oui, 70%. Non, je pense que ça, c'est de l'égoïsme. C'est pour ça que je disais que ça dénote de l'égoïsme. Ils disent qu'ils se sont battus, ils doivent quand même être récompensés. Mais, monsieur Ambroise, qui ne s'est pas battu dans ce pays pour que Kabila parte? Vous, les journalistes, vous vous êtes battus. Nous, les organisations de droits de l'homme, nous nous sommes battus. Les mouvements citoyens se sont battus. Donc, il n'y a pas que les partis politiques qui puissent nous dire aujourd'hui
que c'est nous qui nous sommes battus pour les élections. Il y a eu des citoyens congolais qui sont morts dans ce pays pour que ce pays change. Une raison de plus pour que ceux qui gouvernent aient l'ouverture d'esprit pour recourir à l'expertise partout où on peut la trouver. Alors, il semblerait qu'il y a le manque de performance des entreprises publiques dans l'apport du budget national serait lié en grande partie à cet aspect politique. Est-ce que vous êtes ici comme président national de l'Azado, mais je me rappelle que vous êtes aussi de l'ITIE. Est-ce que l'ITIE a aussi un droit de regard sur l'apport des entreprises publiques dans la manière dont on alimente le budget national? Il faut dire d'abord que, parce que vous disiez tout à l'heure, il semble. Il ne semble pas. C'est établi que les entreprises publiques, particulièrement celles qui sont engagées dans les mines et dans les pétroles, ne sont pas performantes. Moi, j'ai eu l'occasion d'accéder aux états financiers de l'AMIBA, de la GECAMINE, de toutes ces entreprises qui participent à l'ITIE, notamment à Cohydro et d'autres. Le scandale est que toutes ces entreprises ne réalisent aucun bénéfice. Aucun bénéfice. Aucun bénéfice. Ce qui veut dire en d'autres termes que ces entreprises n'apportent rien de grand au budget de l'État. Et c'est connu. Et aujourd'hui, je pense que si nous voulons respecter l'appel du chef de l'État, peuple d'abord, je pense qu'il faut vraiment que le président de la République et le Premier ministre travaillent de telle sorte que les meilleurs des Congolais soient recrutés pour relever ces entreprises. Et que des capitaux soient, n'est-ce pas, investis dans ces entreprises pour non seulement donner la possibilité aux nouveaux dirigeants d'aider ces entreprises à se relever, mais donner du travail aux Congolais. Moi, je suis un enfant GECAMINE, mais nous disions à l'époque que la GECAMINE était l'État dans l'État. Avoir seulement à midi les masses de personnes qui sortaient des usines de la GECAMINE, mais c'était formidable. Ça veut dire en d'autres termes que quand ces entreprises sont performantes, beaucoup de citoyens vont y trouver de l'emploi. Ce n'est pas ce que nous entendons aujourd'hui, Cohydro, MIBA, il y a des entreprises de l'État où les citoyens ont des arriérés de 10 mois, 15 mois, 20 mois. Mais c'est quel type de gouvernance? Parce que le salaire a un caractère alimentaire. Ça veut dire en d'autres termes que quand on vous paye votre salaire, la philosophie c'est pour vous permettre de vivre. Ça veut dire en d'autres termes que quand une entreprise de l'État ne paye pas un citoyen, ne paye pas une citoyenne, ça veut dire que cette entreprise, de manière indirecte, a décidé de tuer ces gens. Revenons un peu au processus de répartition des entreprises publiques entre le FCC et le CAJ. Votre approche est qu'on fasse un appel à candidature, qu'il y ait peut-être des critères, un test par exemple, si cela peut être organisé. Mais il semble que le processus de répartition est déjà enclenché. Est-ce qu'il y aurait de mal qu'il y ait cette répartition, mais que la gestion soit saine? Y a-t-il de mal en cela? Non. C'est pour ça que je dis, pour que la gestion soit transparente, il faut des critères. Pour que la gestion soit bonne, il faut l'inclusivité. Vous voyez? Mais nous sommes dans une logique de récompense. La récompense? Oui. C'est ça la logique du CAJ FCC. C'est une logique de récompense. C'est-à-dire nous allons récompenser ceux de nôtres qui se sont battus avec nous aux élections. Il y a un groupe qui a été déjà récompensé par le fait qu'ils sont au gouvernement. Il y aura une autre qui va être récompensée par les entreprises, par le fait qu'ils vont être nommés dans les entreprises de l'État. Et la même logique va aller dans la diplomatie, ainsi de suite. Mais c'est une logique suicidaire pour l'avenir de l'État. Suicidaire? Oui. Démontrez-les. Ah oui, c'est suicidaire parce que vous excluez d'autres citoyens.
sans une raison objective. Je vous ai démontré En ici d'autres termes, on demanderait à tout citoyen d'être dans un parti politique. ce qui est anticonstitutionnel. Moi, je me sens bien là où je suis. Et l'apport que j'apporte à l'avancement de la démocratie n'est pas moindre que celui qui est apporté par quelqu'un qui est dans un parti politique. En fait, notre logique à nous, c'est de dire, vous vous battez, que vous soyez du PPRD, que vous soyez de l'UDPS, que vous soyez de l'UNC. Quand vous vous battez seul, quand vous gagnez pour la République. Vous voyez? Et il faut qu'on soit à mesure même de tendre la main au camp adverse. Ça fait grandir. Ça donne la maturité. Pourtant, la logique du pouvoir, on dit que quand on se bat pour conquérir le pouvoir, il faut aussi se battre pour les conserver pendant longtemps. Ouais. Et les aspects financiers sont aussi à considérer. Et financièrement, les entreprises publiques peuvent aider l'homme qui a gagné le pouvoir à pouvoir les conserver aussi pendant longtemps. Les conserver, ce n'est pas pour l'argent. Les conserver, c'est grâce au peuple. Quand il constate que vous menez des actions qui font que le peuple se retrouve, vous ne pouvez pas conserver le pouvoir dans une démocratie sans le peuple. Et pour que vous puissiez conserver le pouvoir, il faut que le peuple sente que ceux qui l'ont gagné le gèrent dans l'intérêt de tout le monde. C'est pour ça que moi, les États-Unis m'ont toujours fasciné, je voulais dire, m'ont toujours fasciné. Vous voyez que les républicains gagnent les élections, ils tendent la main à certains experts démocrates. Parce que les États-Unis appartiennent à tous les Américains. Vous voyez que M. Obama était opposé dans la course aux primaires à Hillary Clinton, mais à un moment donné, malgré ce combat, quand Obama a gagné, il a tendu la main à l'autre. Parce qu'il a estimé que cette dame, même si elle a perdu, elle est importante pour faire avancer les États-Unis. Donc il doit y avoir une différence entre un homme politique et un homme d'État. On est politique quand on se bat, mais dès qu'on est au pouvoir... Non, on devient un homme d'État. En ce moment-là, on vous appelle président de la République. Vous n'êtes plus président d'un parti, vous devenez président d'un État. Mais ce qui est malheureux dans notre organisation, c'est que même quand on devient responsable politique, ministre, premier ministre, président de la République, on veut toujours réduire sa responsabilité d'abord à son parti politique, à sa famille. Non, la République ne fonctionne pas comme ça. La République permet aux uns de gagner, mais rendez-vous compte, si les Congolais n'étaient pas partis aux élections, qui allait être président? Qui allait être Premier ministre? Et vous estimez que ceux qui vous ont donné le pouvoir, dès que vous l'avez, en ce moment-là, c'est un pouvoir à vous. Est-ce que vous pensez vraiment que ceux qui ont élu, par exemple, les présidents Tshisekedi, ne sont que les gens de l'UDPS? Non. Il y a même les gens du FCC qui ont élu Félix. Il y a même des gens qui ne sont dans aucun parti politique. Qui l'ont élu. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, les citoyens estiment que qui qu'il soit, s'il a des capacités, la volonté de faire avancer le pays, nous lui faisons confiance. On va vous donner un tout dernier mot, puisque le processus peut-être n'a pas encore totalement terminé. Que dire pour sauver ces entreprises du portefeuille? Il faut que le président de la République arrête les partages des entreprises comme cela est en train de se discuter. Il a une vision pour le Congo et pour réaliser cette vision, il est important que tous les Congolais y participent, quel que soit leur bord. Et il faut, s'ils sont dans une coalition républicaine, ils doivent mettre fin au partage des entreprises au profit de leur parti politique. Nous avons besoin d'un président qui pense Congo. Nous avons besoin des plateformes qui pensent Congo. Nous avons besoin des partis politiques qui pensent Congo. Ça, c'est très important parce que les changements que nous avons vécus ici, chaque Congolais y a contribué à sa manière.
Merci, monsieur Jean-Claude Katende, vous êtes président national de l'Azado. Merci d'avoir été notre invité en Face à l'élite. C'est moi qui vous remercie. Merci, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce numéro de Face à l'élite, une émission essentiellement économique pour parler développement de la RDC. Nous vous remercions d'avoir été nombreux à suivre cette émission. On va vous retrouver prochainement. Au revoir. Au revoir.